Vous vous êtes réglé 12 alarmes la nuit dernière, plein de détermination à conquérir le lendemain. Vous avez visualisé chaque détail, vous lever tôt, être productif, enfin faire toutes ces tâches que vous avez repoussées. Mais lorsque la première alarme retentit, quelque chose change. Cette détermination de faire s'évanouit comme de la fumée. Et soudain, sortir de sous les couvertures devient l'une des tâches les plus monumentales au monde. Presque aussi compliqué que de prononcer correctement Worcestershire. Cette sauce, Worcestershire, au nom imprononçable. La journée qui ne fait que commencer ressemble déjà à un ennemi que vous préféreriez éviter, et non au défi que vous devriez relever, alors que le curseur clignote hypnotiquement sur votre écran d'ordinateur. La liste de tâches semble vous regarder avec un reproche silencieux, vous suppliant de la compléter. Vous savez parfaitement que vous devriez travailler, mais il y a quelque chose d'invisible qui vous paralyse. Lorsque vous essayez enfin de vous lancer, les distractions sur Internet deviennent irrésistiblement magnétiques. Vous sautez d'onglet en onglet comme un nomade numérique désespéré, parcourant le flux des médias sociaux dans l'espoir secret que l'algorithme vous livrera quelque chose d'extraordinaire que vous ne pouvez pas manquer. Le cycle se répète de manière obsessionnelle. Vous rafraîchissez YouTube sans fin, attendant cette vidéo, avec des montages frénétiques et un contenu qui capte votre attention fragmentée pour quelques précieuses minutes d'évasion. Mais cette conversation sera différente. Ici, vous ne trouverez pas ces modifications rapides que votre cerveau surstimulé recherche. Il n'y a que moi, partageant une perspective qui est née d'avoir vécu exactement la même chose que vous vivez maintenant. C'est pourquoi je peux dire avec une certitude totale, vous n'êtes pas paresseux, vous êtes tout simplement perdu au milieu d'un assaut de superstimuli qui ont détourné votre capacité naturelle à vous concentrer. Nous vivons immergés dans l'époque où le plus grand bombardement de stimuli est le plus grand de toute l'histoire de l'humanité. Vous n'êtes pas faible ou incapable. En fait, c'est pratiquement un miracle de pouvoir se concentrer dans ces circonstances. Votre cerveau n'est pas brisé. Il réagit exactement comme il a été conçu pour répondre, mais dans un environnement pour lequel il n'a pas évolué. Cet espace sera différent de tout ce que vous consommez habituellement. Pas de retouches frénétiques, pas d'images qui changent à chaque seconde, pas de stimulation constante que votre système nerveux associe déjà à « important ». Considérez ce moment comme une pause nécessaire pour donner un repos à votre esprit, un répit au milieu du chaos numérique qui vous entoure. Mon but est simple, mais puissant. Vous expliquer pourquoi vous êtes tellement submergé de stimuli et vous montrer 3 points essentiels pour retrouver le focus et reprendre le contrôle de votre vie. Parce que je sais exactement ce que c'est que de reposer la tête sur l'oreiller à la fin de la journée et de se sentir comme un échec pour ne pas avoir réussi à accomplir des tâches apparemment simples. Peut-être n'avez-vous pas réussi à envoyer cet email professionnel que vous avez repoussé pendant des jours, à ouvrir un document et à écrire 2 paragraphes cohérents, ou même à lire les 5 pages que vous vous étiez promis. Cette paralysie ne se produit pas parce que vous êtes paresseux ou désintéressé par la vie, mais parce qu'à un moment donné, vous avez perdu la capacité de vous concentrer sur des tâches qui nécessitent un effort soutenu. Avant d'aller plus loin, je dois clarifier quelque chose de fondamental. Cette conversation ne va pas résoudre tous vos problèmes en même temps. C'est un guide, une première carte de ce que vous devez commencer à faire à partir de maintenant. La première étape est d'une simplicité trompeuse. Restez présent, ici, jusqu'à la fin. Je sais qu'à l'heure actuelle, vous pourriez ressentir ce malaise familier dans vos mains. Cette envie presque automatique d'ouvrir un autre onglet, de vérifier les commentaires ou de jeter un coup d'œil à votre téléphone. Mais arrêtez, c'est votre premier acte de résistance, votre première victoire contre le détournement de votre attention. Focus ici, c'est la première, vraie étape pour reprendre le contrôle de votre esprit et par conséquent, de toute votre vie.
Ce que je vais partager avec vous a un pouvoir transformateur, parce qu'il a fonctionné pour moi et qu'il est soutenu par des recherches scientifiques solides. Pour comprendre pourquoi vous êtes si surstimulé, il faut parler de la dopamine, mais pas de la manière superficielle qui circule sur Internet. Bien qu'elle soit généralement associée au plaisir, la dopamine joue un rôle principal dans la motivation. Il y a une expérience fascinante qui illustre cela d'une manière frappante. Ils ont placé un animal avec un système dopaminergique endommagé à côté d'un levier qui, lorsqu'il était activé, libérait de la nourriture ou même de la cocaïne directement dans sa circulation sanguine. Alors que l'animal était directement devant le levier, il a continué à le faire fonctionner et à recevoir le stimulus agréable. Cependant, il suffisait de déplacer son corps de quelques centimètres sur le côté, l'obligeant à marcher jusqu'au levier pour qu'il abandonne complètement. Je savais que le plaisir était là, à portée de main, mais je n'avais aucune motivation pour le rechercher. La dopamine est intimement liée à la recherche de récompenses qui viennent de l'extérieur. C'était crucial pour nos ancêtres, car cela les motivait à chasser, à chercher de l'eau et un abri. Dans le monde d'aujourd'hui, cependant, cette même dopamine nous motive à rester coincés à regarder des histoires de célébrités ou à nous perdre dans des spirales sans fin de contenu numérique. Nous sommes constamment bombardés de superstimuli qui attaquent notre réseau dopaminergique, élevant au maximum notre recherche de plaisirs immédiats. Cela entraîne une carence de la signalisation naturelle de la dopamine. En termes simples, nous avons besoin de plus en plus de stimulation pour ressentir le même effet que nous obtenions avec beaucoup moins. C'est la raison exacte pour laquelle vous ne vous sentez pas motivé pour lire, écrire, étudier ou travailler. Ces activités ne peuvent pas rivaliser avec l'attrait immédiat de balayer le flux Instagram, de regarder des vidéos sur TikTok ou de regarder des séries sur Netflix. Les superstimuli ont détourné votre système de récompense, faisant croire à votre cerveau que vous êtes constamment sur le point de faire quelque chose d'énorme, quelque chose dont dépend votre survie. L'une des découvertes les plus importantes en neurosciences au cours des 75 dernières années est que la partie du cerveau qui traite le plaisir traite également la douleur. Et les deux fonctionnent comme un équilibre en équilibre constant. Lorsque vous mangez du chocolat ou que vous balayez votre flux Instagram, vous ressentez une poussée de dopamine qui fait pencher la balance vers le plaisir. Votre cerveau, toujours à la recherche de l'homéostasie, compense automatiquement en régulant négativement la dopamine pour rétablir l'équilibre. Le problème se pose parce que le cerveau exagère parfois cette compensation. Le docteur Anna Lembke, auteur du livre Dopamine Nation, utilise l'analogie parfaite des gremlins. Le cerveau place ces petits êtres du côté de la douleur pour équilibrer la balance, mais ces gremlins aiment y rester en permanence, ce qui fait pencher excessivement la balance du côté de la souffrance. C'est pourquoi, après avoir mangé de la restauration rapide ou passé une heure à balayer du contenu sans but, vous ressentez un effet négatif. Le problème est qu'à notre époque, les sources de plaisir faciles et immédiats ne manquent pas. Nous vivons constamment avec la balance penchant vers le plaisir en raison de stimuli continus. Et lorsque vous vous arrêtez un instant pour être en paix avec vous-même, le cerveau commence à compenser du côté de la douleur. Le sentiment d'être submergé par tant d'exigences au point de ne pas être en mesure d'effectuer même une tâche simple comme l'envoi d'un email est plus courant que vous ne l'imaginez. Lorsque nous sommes dans cette situation, nous avons tendance à chercher désespérément une source de plaisir immédiat pour alléger le poids émotionnel que nous ressentons. Bien que nous ne puissions pas changer la façon fondamentale dont notre cerveau fonctionne, nous pouvons apprendre à manipuler consciemment cet équilibre interne. La clé est d'abord de faire pencher la balance du côté de la douleur de manière contrôlée en nous obligeant à effectuer des activités qui nécessitent un véritable effort. Étudier, lire
faire de l'exercice, maintenir une alimentation saine. Lorsque nous le faisons intentionnellement, le cerveau réagit en se penchant naturellement du côté du plaisir pour compenser. Cette compensation nous permet de ressentir la satisfaction d'une manière plus équilibrée et profondément saine. Peu à peu, à mesure que vous réduisez votre dépendance aux plaisirs immédiats, votre vie deviendra globalement plus épanouissante. Le secret est d'apprendre à accepter l'inconfort consciemment et de manière constructive, en recherchant ce que nous pourrions appeler la souffrance positive, et celle qui provient d'activités productives et significatives. Vous rééquilibrez le système d'une manière qui apportera des avantages durables à votre existence. Le premier pilier de ce recalibrage est votre esprit. La première chose que vous devez comprendre est que vous avez un contrôle absolu sur ce que vous consommez mentalement. L'état de surstimulation dans lequel vous vous trouvez est le résultat direct d'avoir perdu ce contrôle, ce qui vous permet de consommer des stimuli sans but clair ou sans intention consciente. L'excellente nouvelle, c'est que vous pouvez reprendre complètement ce contrôle. Quand j'ai commencé à choisir consciemment ce qui nourrissait mon esprit, tout a commencé à changer radicalement. Sinon, l'algorithme choisit pour vous et il optera toujours pour la chose la plus stimulante et addictive disponible. Je ne vous suggère pas de supprimer votre téléphone ou d'abandonner complètement les réseaux sociaux. Internet et les médias sociaux sont des outils extraordinairement précieux. Ils nous permettent d'accéder à l'information, de nous connecter avec des personnes précieuses et même de fournir des moments légitimes de distraction. Le vrai problème n'est pas l'utilisation de ces outils, mais la façon dont nous les utilisons. L'accent doit être mis sur le développement d'une consommation plus consciente, en choisissant activement ce que vous voulez vraiment nourrir votre esprit. Si vous vous contentez de consommer des mèmes et de balayer des flux sans réfléchir, c'est littéralement de la restauration rapide sur Internet. Il n'y a rien de mal en soi à cela de temps en temps, mais imaginez manger de la restauration rapide à chaque repas, tous les jours. Cela affecterait considérablement votre santé physique. De la même manière, consommer du contenu sans critères de manière constante peut affecter négativement votre santé mentale et votre capacité de concentration. Si vous voulez avoir une relation véritablement saine avec Internet, vous devez être sélectif et intentionnel. Le vrai défi est de déterminer les domaines de votre vie qui vous intéressent vraiment et de rechercher consciemment du contenu qui nourrit cette curiosité naturelle. En faisant cela, vous profiterez non seulement d'Internet de manière plus productive, mais vous ressentirez également un véritable plaisir dans les choses que vous consommez et faites au quotidien. Lorsque vous ouvrez YouTube ou Instagram avec un objectif clair en tête, lorsque vous recherchez activement quelque chose de spécifique, plutôt que de laisser l'algorithme vous bombarder de ce qu'il juge le plus intéressant pour vous, ce type de consommation consciente fait que votre attention est non seulement absorbée, mais vraiment alimentée par un objectif. Au-delà de consommer en pleine conscience, je vous recommande vivement de trouver un moyen de partager ce que vous apprenez. Il peut s'agir de vidéos, de podcasts, d'articles, de newsletters ou simplement de conversations profondes avec des personnes que vous appréciez. L'important est de commencer, d'une manière ou d'une autre, à externaliser et à traiter ce que vous absorbez. La façon la plus simple de faire le premier pas est d'écrire tout ce que vous trouvez vraiment intéressant. Notez vos opinions, vos pensées et vos réflexions. Cela aide à créer de nouvelles perspectives dans votre vie et développe votre esprit critique. La création de contenu, quelle qu'elle soit, est un défi, mais elle est extraordinairement gratifiante. C'est une activité qui apporte cet équilibre parfait entre l'effort et la satisfaction, surtout lorsque vous avez terminé et que vous ressentez cette vague naturelle de dopamine, d'avoir produit quelque chose dont vous êtes vraiment fier.
comprenez quelque chose de fondamental. Trouver un sens et une clarté dans la vie n'est pas quelque chose qui surgit spontanément de nulle part. Cela passe par des actions cohérentes. C'est l'action qui apporte de la clarté, pas l'inverse. Pour avoir cette clarté que vous recherchez, vous devez lire, écrire et réfléchir constamment. Le deuxième pilier est votre corps. Je ne parle pas d'une apparence physique superficielle, mais de trouver une activité physique que vous aimez vraiment faire. Il peut s'agir d'une promenade tranquille ou d'un entraînement plus intense, mais l'essentiel est que vous intégriez cette pratique dans votre routine quotidienne d'une manière non négociable. Les preuves scientifiques sont accablantes. Toute activité physique joue un rôle essentiel dans le soutien de votre métabolisme, aidant à réduire l'anxiété et améliorant considérablement les fonctions cérébrales. L'exercice physique est l'un des meilleurs moyens de rééquilibrer l'équilibre du corps et de l'esprit. Dès le début, l'exercice est clairement difficile et inconfortable. Au début, vous pouvez avoir l'impression que c'est un effort apparemment futile, surtout par temps froid, lorsque vous vous demandez ce que vous faites là-bas, en bougeant, alors que vous pourriez être à l'aise à la maison, mais à la fin de chaque séance d'entraînement. Le sentiment d'accomplissement est incomparable et profondément satisfaisant. La clé, c'est de trouver une activité physique qui vous motive vraiment à sortir de la maison tous les jours, même lorsque chaque fibre de votre être semble résister à l'idée. Le troisième pilier est ce que j'appelle le pouvoir de l'encore. Ladré Carol Dweck, dans son livre Mindset, explore comment les différents états d'esprit affectent radicalement notre capacité à faire face aux défis. Elle a mené une expérience révélatrice avec des enfants de 10 ans, leur proposant des problèmes bien au-delà de leurs capacités actuelles. Comme prévu, ils ont tous échoué. La plupart des enfants sont devenus démotivés, croyant que leur intelligence était évaluée et se sentant moins capables parce qu'ils ne pouvaient pas résoudre les problèmes. Cependant, un petit groupe a réagi d'une manière complètement opposée. Ils se sont enthousiasmés, voyant les défis comme des opportunités extraordinaires d'apprendre quelque chose de nouveau. La différence fondamentale entre ces groupes était la mentalité. Les enfants ayant un état d'esprit fixe croyaient que leurs capacités telles que l'intelligence et les compétences en résolution de problèmes étaient innées et immuables, ce qui entraînait une profonde frustration face aux difficultés. Au lieu de cela, les enfants ayant un état d'esprit de croissance croyaient que les compétences pouvaient être développées avec des efforts et un dévouement conscient. Bien sûr, il y a des gens avec des talents naturels pour chanter, jouer d'un instrument ou faire du sport. Cependant, il y a une marge de manœuvre extraordinairement large pour nous tous de nous améliorer dans tous les domaines que nous désirons, tant que nous sommes prêts à investir du temps et un véritable dévouement. Ce qui me fascine le plus dans l'état d'esprit de croissance, c'est qu'il valorise l'effort comme quelque chose de noble et non comme un signe d'inadéquation. Nous pensons souvent que si nous devons travailler dur pour résoudre un problème, c'est parce que nous ne sommes pas naturellement doués pour cela. Cependant, même les génies et les professionnels les plus admirés sont constamment confrontés à des défis et travaillent dur pour atteindre ce niveau d'aisance que nous admirons tant de l'extérieur. L'effort n'est pas une chose négative. Au contraire, il est absolument essentiel de réaliser quelque chose de significatif dans la vie. Ce n'est qu'en nous consacrant intensément à quelque chose que nous montrons à notre cerveau que ce dans quoi nous investissons du temps est vraiment important pour nous. La clé du développement de cet état d'esprit réside dans le pouvoir transformateur du « encore ». Au lieu de dire « je ne suis pas bon en maths » ou « je ne sais pas jouer de la guitare », ajoutez ce mot magique « encore ». Je ne suis pas encore bon en maths. Je ne sais pas encore jouer de la guitare. En adoptant cette approche apparemment simple, vous commencez à valoriser le processus d'apprentissage et votre propre chemin de croissance.
Aucun d'entre nous n'est venu au monde entièrement préparé. Nous avons tous des aspects dans lesquels nous pouvons apprendre et évoluer. C'est en le reconnaissant que nous nous concentrons sur la poursuite de nos efforts, même face aux doutes, aux personnes qui tentent de nous démotiver ou aux situations qui nous font remettre en question notre chemin. Comprendre que tout est un processus nous permet de garder une perspective. Je ne suis pas encore doué pour cela, mais je suis sur mon chemin. Changer d'état d'esprit, prendre soin de son corps en conscience et être plus sélectif dans ce que l'on consomme numériquement sont les 3 piliers fondamentaux de cette profonde transformation. C'est exactement ce qui a changé ma vie de manière radicale. Le point principal que je veux que vous compreniez est que vous êtes seul responsable de votre propre chemin. Le contrôle de votre esprit est littéralement entre vos mains. Si vous ne prenez pas consciemment les choses en main, le monde prendra ce contrôle pour vous. Et la vérité qui dérange est que le monde ne se soucie pas de votre santé mentale ou de votre bien-être véritable. Le monde veut utiliser votre attention à des fins financières, et il se soucie peu de ce que cela vous fait sur le plan personnel. Mais il y a quelque chose de profond dont vous devriez être fier. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, vous avez déjà fait le premier pas crucial. Vous avez réussi à vous concentrer sur quelque chose qui n'est pas un stimulus constant et frénétique, et c'est déjà une victoire importante. C'est le véritable début d'un chemin pour reprendre le contrôle de votre esprit, de votre cerveau et de toute votre vie. N'oubliez pas une chose importante. Cette conversation n'est pas une solution miracle à tous vos problèmes. Vous n'allez pas partir d'ici transformé en une nouvelle personne tout de suite. Ce n'est que le début d'un processus, d'un chemin que vous devez suivre étape par étape, jour après jour. La décision vous appartient maintenant entièrement. Allez-vous prendre le contrôle conscient de votre cerveau et de votre vie, ou allez-vous continuer à laisser les algorithmes décider pour vous? Le pouvoir a toujours été entre vos mains. Vous aviez juste besoin de vous rappeler comment l'utiliser. Mais il y a un aspect crucial que nous ne pouvons pas négliger: l'importance de l'environnement que vous construisez autour de vous. Votre environnement physique et numérique n'est pas neutre. Il façonne constamment votre comportement d'une manière que vous ne percevez même pas consciemment. Chaque objet dans votre espace, chaque application sur votre téléphone, chaque personne avec laquelle vous interagissez régulièrement envoie des signaux subliminaux à votre cerveau sur le type de personne que vous êtes et sur les comportements qui sont normaux pour vous. Si votre bureau est saturé de distractions, si votre téléphone a des notifications constantes allumées, si les personnes autour de vous vivent en mode réactif permanent, votre cerveau absorbe ces schémas comme la réalité normale. L'environnement agit comme un système de vote silencieux sur votre identité et chaque élément vote constamment pour le type de personne qu'il pense que vous êtes. Une véritable transformation exige que vous deveniez l'architecte conscient de votre propre environnement. Cela signifie apporter des changements apparemment petits, mais profondément percutants, désigner des espaces spécifiques uniquement pour le travail concentré, où votre cerveau apprend à associer cet endroit à une concentration profonde, créer des rituels de transition qui signalent à votre esprit qu'il est temps de changer de mode. Beaucoup de gens sous-estiment le pouvoir des rituels parce qu'ils les considèrent comme de la superstition, mais les neurosciences nous montrent qu'ils sont des outils extraordinairement efficaces pour conditionner des états mentaux spécifiques. Un rituel peut être aussi simple que de préparer une tasse de thé spécifique avant d'étudier, ou aussi élaboré qu'une séquence complète de préparation qui comprend le rangement de l'espace, l'ajustement de l'éclairage et l'élimination des distractions numériques. Ce qui est fascinant avec les rituels, c'est qu'ils fonctionnent parce qu'ils créent ce que les psychologues appellent des indices contextuels. Votre cerveau apprend à associer ces signaux à des états mentaux spécifiques et au fil du temps,
Le simple fait d'exécuter le rituel commence à activer automatiquement l'état souhaité. C'est comme si vous entraîniez votre esprit à passer en mode travail ou en mode créativité, par le biais de commandes externes spécifiques. Nous devons également parler de quelque chose que la culture de la productivité ignore souvent, l'importance d'un repos véritable. Dans notre obsession d'optimiser chaque instant, nous avons perdu la capacité de nous reposer vraiment. Se reposer ne signifie pas s'effondrer devant un écran en fin de journée, épuisé et surstimulé. Se reposer signifie permettre à votre esprit de traiter, d'intégrer et de se régénérer sans stimuli constant. Il existe une différence fondamentale entre le divertissement passif et le repos réparateur. Le divertissement vous maintient dans un état de consommation continue, où votre cerveau continue d'être bombardé d'informations, de sons, d'images et de récits. Le repos réparateur implique des activités qui permettent à votre esprit de vagabonder naturellement. Marcher sans musique, contempler des paysages, converser sans ordre du jour, ou simplement exister sans la pression d'être productif. La recherche sur le mode par défaut du cerveau révèle que certaines de nos idées les plus créatives et de nos solutions innovantes émergent précisément lorsque nous n'essayons pas activement de résoudre des problèmes. Votre esprit a besoin de périodes de non-activité apparentes pour connecter l'information de nouvelles manières, traiter des expériences et générer de véritables idées. Un autre élément souvent négligé est le rôle de la communauté dans votre transformation personnelle. Les êtres humains sont des créatures profondément sociales et nous avons tendance à devenir la moyenne des 5 personnes avec lesquelles nous passons le plus de temps. Si vous êtes constamment entouré de gens qui vivent en mode réactif, qui se plaignent constamment mais n'agissent pas, qui normalisent la procrastination et le manque de direction, il va être extraordinairement difficile de maintenir vos nouvelles habitudes. Je ne vous suggère pas d'abandonner vos proches, mais plutôt d'être plus conscient de la façon dont les différentes relations affectent votre énergie et vos comportements. Cherchez activement à vous connecter avec des personnes qui incarnent les valeurs et les comportements que vous souhaitez développer. Cela peut se faire par le biais de communautés en ligne, de groupes d'études, de clubs de lecture ou simplement d'être plus intentionnel quant aux personnes avec lesquelles vous choisissez de passer votre temps libre. Il est également crucial de comprendre que la véritable transformation n'est pas linéaire. Il y aura des jours où tout se déroulera parfaitement, où vous aurez l'impression d'avoir enfin le contrôle de votre esprit et de votre vie. Et il y aura d'autres jours où vous aurez l'impression d'avoir complètement régressé, où les anciennes méthodes reviendront en force et vous aurez l'impression de n'avoir fait aucun progrès. Ces revers ne sont pas des échecs. Ils font partie intégrante du processus de changement. Votre cerveau réorganise littéralement les connexions neuronales qui se sont formées au fil des années ou des décennies. Il est donc naturel qu'il y ait de la résistance, que les anciens patrons essaient de se réaffirmer. La clé n'est pas la perfection, mais la cohérence à long terme. Lorsque vous avez ces jours difficiles, rappelez-vous que vous ne revenez pas à la case départ. Chaque fois que vous pratiquez une nouvelle habitude, chaque fois que vous choisissez consciemment une réponse différente, vous renforcez de nouveaux réseaux neuronaux. Même si vous avez l'impression d'avoir échoué un jour particulier, le simple fait de le remarquer et de choisir de recommencer le lendemain est la preuve que votre conscience est en expansion. Enfin, je tiens à souligner quelque chose qui pourrait sembler contre-intuitif: l'importance de l'autocompassion dans ce processus. Beaucoup de gens croient qu'ils ont besoin d'être eux-mêmes pour changer, qu'une autocritique sévère les motivera à s'améliorer. La recherche psychologique montre exactement le contraire. L'autocritique constante active les mêmes systèmes de stress dans votre cerveau que la menace externe, ce qui diminue votre capacité à penser clairement, à être créatif et à prendre des décisions efficaces. L'autocompassion
en revanche, vous permet de voir clairement vos erreurs sans la distorsion émotionnelle d'un jugement sévère, ce qui facilite un véritable apprentissage et un changement durable. Cela ne signifie pas excuser les comportements destructeurs ou éviter la responsabilité personnelle. Cela signifie se traiter avec autant de douceur que vous le feriez avec un bon ami qui traverse des difficultés similaires. Cela signifie reconnaître que la lutte contre ces schémas fait partie de l'expérience humaine partagée et non la preuve d'un défaut personnel fondamental. Le chemin pour reprendre le contrôle de votre esprit et de votre vie n'est pas une destination que vous atteignez une fois et y restez pour toujours. C'est une pratique quotidienne, une série de petites décisions significatives qui prennent de l'ampleur au fil du temps. Chaque instant vous offre une nouvelle occasion de choisir consciemment, de répondre plutôt que de réagir, d'avancer vers la personne que vous voulez vraiment être.